à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Au programme de cette semaine, bien sûr, l'actualité incontournable de ces derniers jours. Il y a une semaine, des frappes de roquettes et diverses incursions terroristes revendiquées par le Hamas sont venus frapper le territoire israélien. Depuis, le monde assiste à un regain de tension dans le conflit israélo-palestinien. Une crainte parcourt aussi la France, celle de l'exportation du conflit. Nous allons parler de tout cela avec mon invité, mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque semaine, pensez à commenter cette émission en écrivant juste en bas. Pensez bien sûr à la partager et à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer son référencement. On se retrouve tout de suite après le clin d'œil. Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Élise Blaise. Vous êtes président de Debout la France, député de l'Essonne, la 8e circonscription. Vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nicolas Dupont-Aignan, la semaine dernière, plus de 1200 personnes ont été tuées dans une attaque du Hamas, plusieurs milliers de blessés, au moins une cinquantaine d'otages. Parmi ceux-ci, 13 Français ont perdu la vie, 17 sont encore retenus ou portés disparus. À quoi sommes-nous en train d'assister, Nicolas Dupont-Aignan ? À un drame d'abord, une tragédie, et rien ne peut justifier, bien sûr, un tel degré d'atrocité. Donc il faut savoir nommer les choses, ne pas les évacuer. Et quand on voit à l'échelle d'Israël ce que cela représente, c'est colossal. Et c'est la première fois que c'est au sein même d'Israël. Mais au-delà de l'émotion, de la sympathie qu'on a, du soutien qu'on a pour le peuple israélien, on a aussi le devoir de prendre du recul pour se dire plus jamais ça. Et de s'interroger sur les causes profondes de ce qui s'est passé. Et à ce titre, je pense à une phrase de Rabin, qui avait été le négociateur d'Oslo, Rabin, oui. Qui était, je crois, très juste, et qui malheureusement a été assassiné, et qui disait « Je lutte contre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix possible, mais je poursuis le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cru, le gouvernement israélien et puis les Occidentaux, ont cru qu'on pouvait mettre 5 millions de Palestiniens de côté et que ça pouvait passer. Et puis il y a eu la division entre l'autorité palestinienne et le Hamas qui a été favorisée. Et finalement, l'histoire est toujours tragique quand on ne prend pas garde aussi à la dignité des peuples. Et donc Israël a le droit de se défendre, bien sûr, et je suis le premier à condamner, à être dans le soutien à Israël. Mais être honnête avec Israël, c'est aussi dire qu'il faut traiter ce problème palestinien. Alors, à ce car sujet, sinon, on part dans un enchaînement dramatique, et c'est très facile quand on est à l'étranger. Mais moi, je pense aux Israéliens. Et c'est les Israéliens qui ont besoin de la paix. Je vous propose, Nicolas Dupont-Aignan, d'écouter tout de suite l'ancien chef d'État François Hollande. Il était interrogé lundi dernier. Il y a une erreur qui est connue maintenant, qui est d'avoir poursuivi un processus de colonisation en Cisjordanie, que les colons ont commis un certain nombre d'actes, qu'il a fallu les protéger, et donc il a dégarni le front, et à partir de là, il a permis à des terroristes du Hamas de pénétrer sur le sol israélien. C'est ça l'acte majeur qui s'est produit. Alors, que pensez-vous de ces propos de François Hollande ? Parce qu'il y a une double attaque, finalement. Il y a le processus de colonisation qui a été poussé peut-être trop loin, et puis surtout, un défaut de mise en sécurité des citoyens israéliens. Écoutez, les atrocités sont tellement présentes. Il y a des otages, français d'ailleurs, sans doute, encore. Les plaies sont si vives que moi, je ne vais pas commencer à donner des leçons au gouvernement israélien. Simplement, où François Hollande a raison, c'est qu'on voit très bien que
le gouvernement israélien a poussé à son extrême, si je puis dire, la colonisation, et que ce faisant, a dégarni, c'est évident, la sécurité à Gaza. Maintenant, laissons un peu le temps au temps, parce que je ne voudrais pas que, compte tenu du drame des otages, de nos concitoyens qui sont morts aussi, on ait l'impression, c'est tellement facile de l'extérieur de dire il fallait faire ci, il fallait faire ça, etc. Mais il est clair qu'il y a eu un problème et que j'espère que la démocratie israélienne fonctionnera, car les Israéliens ont le droit de savoir ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Donc il est clair que la question que pose François Hollande est très juste, il faut être honnête. On parle également d'un défaut de renseignement en Israël. Même les États-Unis, même l'Égypte disent que le gouvernement israélien aurait dû se méfier et aurait dû... C'est incompréhensible. Voilà, moi je suis pas sur place, je ne suis pas à la place du gouvernement israélien, c'est honnêtement incompréhensible. C'est d'ailleurs terrible de se dire que autant d'investissements technologiques, des milliards, des prouesses technologiques, vous voyez, historiquement, ça restera, je crois, comme une énigme. Comment se fait-il qu'une société, un pouvoir qui a tant dépensé, tant organisé, tout était rationnel, mais la rationalité et l'argent ne remplacent jamais la justice. Vous voyez ? Donc c'est une terrible leçon. Donc j'espère qu'il y aura, que la vérité viendra. Moi j'avoue que j'ai lu sur un journal, quand vous voyez la frontière avec des haies successives, on se demande comment ça a pu se produire. Voilà. Mais ça prouve... Ce fameux bouclier, ce fameux dôme de fer, etc. Mais quand on connaît la région et que c'est si étroit, si petit géographiquement, on voit bien qu'il n'y a pas de solution possible s'il n'y a pas un objectif, malgré tout, de paix entre ceux, j'insiste, qui sont raisonnables, face à des terroristes islamiques qui veulent la destruction d'Israël. Il n'y a pas de pitié à avoir. Ils veulent la destruction. C'est eux ou Israël. Donc moi, je comprends les Israéliens là-dessus. Mais en revanche, tous les Palestiniens ne sont pas du Hamas. Et si on fait basculer tous les Palestiniens dans les bras du Hamas, c'est ce qui s'est passé depuis des années, il ne faut pas s'étonner qu'après, on ait un problème insoluble. Et donc, c'est extrêmement difficile la position d'Israël aujourd'hui, parce Israël doit punir et surtout éradiquer ce terrorisme islamiste, mais on n'éradique pas un terrorisme si on ne traite pas la racine du problème qui le fait croître. C'est quand même du bon sens. Alors je sais qu'en ce moment, c'est très dur à dire, parce qu'il y a la passion, et entre nous, la passion s'est emparée des deux côtés. C'est-à-dire que la passion l'emporte sur la tragédie, enfin s'ajoute à la tragédie. Mais c'est pas en ajoutant de la passion ou des passions sur une plaie béante qu'on va régler le problème. Donc c'est pas simplement un jugement de valeur que je porte, c'est un jugement d'efficacité. Et c'est là où je pense, en tant qu'homme politique français, ne jamais parler à la place d'Israël parce qu'on n'est pas sur place, on ne vit pas avec les roquettes, on ne vit pas avec les terroristes. Voilà, c'est un Bataclan multiplié par 100. Donc on ne vit pas avec ça, donc c'est très facile d'ici de dire Israël devrait faire ci, faire ça, etc. Mais en même temps, on a le devoir de dire, on a peut-être été aussi les Occidentaux, un peu lâches en se disant, Israël nous fait croire que c'est réglé, on ne veut pas voir les 5 millions de personnes, dont les 2 millions mis dans quand même une prison à ciel ouvert. Et donc c'est très confortable. C'était très confortable, et aussi pour François Hollande, qui, entre nous, n'a pas fait grand-chose quand il était président. Voilà, donc... que chacun balaye devant sa porte. Soit dit en passant, oui, et que chacun balaye devant sa porte. Ce que je vous propose à présent, c'est d'écouter le chef du Hamas. Il s'appelle Ismaël Haniyeh. Il a fait un commentaire juste au lendemain de l'attaque qui avait été réalisée sur le sol israélien. On l'écoute, on va voir, c'est assez intéressant. أنتم اليوم على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة العزة. Alors, il dit pour lui qu'ils sont en train de remporter une grande victoire. C'est quand même une drôle de vision des choses, parce que depuis l'attaque terroriste menée par le Hamas, et pas seulement d'ailleurs, je crois, on constate que Gaza vit sous les bombes, les roquettes. Donc on ne peut pas vraiment considérer que c'est une victoire.
D'abord, c'est terrible de voir ça, parce que il parle comme s'il était un chef de guerre, mais il a utilisé des moyens abjects. Voilà. Libre à une organisation de combattants de faire la guerre. Mais là, c'est une boucherie, c'est une ignominie, c'est un drame, ne l'oublions jamais. Mais quand on voit cette image, il parle d'où ? Il parle du Qatar. Et peu on parle. Hein. Voilà. Et alors c'est curieux, je ne sais plus si j'ai vu ça, c'était dans l'allocution du président de la République ou ailleurs. Pardonnez-moi, je commets peut-être une erreur. Mais enfin, je l'ai lu quelque part. Je voyais que la France ou les États-Unis avaient eu des conversations avec l'Égypte, la Jordanie, le Qatar, comme si de rien n'était. Et donc là, on peut interroger quand même sur un double langage permanent de nos gouvernements. Parce que c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. C'est l'organisation la pire qui commet une abomination, la branche terroriste, si je puis dire, puisqu'il y a deux branches. Il y a une branche politique, il y a une branche terroriste. Certains disent armée, moi je dis terroriste, parce que je veux nommer les choses. Mais je crois qu'on a de très bonnes relations avec le Qatar. Hein ? Donc, et qu'on en a eu des très bonnes. Donc, est-ce qu'on n'est pas très hypocrite ? Mais alors, c'est amusant, et je crois qu'Israël a aussi eu des relations avec le Qatar d'une certaine manière. On a parlé de financement, etc. Donc en fait, est-ce qu'on n'a pas enfanté un monstre ? Mais comment vous expliquez, quand je dis on a enfanté, comment expliquez-vous cette attitude alors qu'on a vu dès le départ, quand les troupes russes sont entrées en Ukraine, par exemple, d'innombrables sanctions ont été prises à l'égard de la Russie, notamment le gel des avoirs des Russes, y compris d'ailleurs de personnel, enfin de particuliers. Comment peut-on encore aujourd'hui laisser proliférer sur le territoire français le Qatar qui achète des clubs de foot, pour ne pas le nommer, des joueurs de foot, pour ne pas les nommer non plus, des restaurants, des hôtels, et j'en passe et des meilleurs. Et puis il faut parler franchement des frères musulmans aussi, puisque le Hamas est une émanation des frères musulmans, qui sont, j'allais dire, open bar en France. Et donc, là aussi, il n'y a aucune cohérence. Donc moi, ma ligne, elle est très claire. Mais comment ? Oui, non, mais justement, je reviens. Ma comment ligne. Comment justement vous l'expliquez cette incohérence ? Parce je le comprends il faut que, garder en le Qatar sur une carte quand même. C'est pas la Russie. Non, mais je le comprends en fait que, si vous voulez, tout le monde a cru, enfin les Occidentaux et les gouvernements, ont cru à partir du moment aussi où le gouvernement israélien ne peut pas s'ingérer. Et puis qu'est-ce qu'on aurait entendu ? Si la France avait dit... à partir du moment où le gouvernement israélien a géré le Hamas, le combattant et en même temps divisant l'autorité palestinienne et le Hamas. Vous avez la déclaration de Netanyahou de 2019 disant « le Hamas permet de diviser » et comme le Hamas ne veut pas deux États, ça rentrait en accord avec le gouvernement israélien qui ne voulait pas de deux États. Donc vous voyez bien que ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est quoi ? C'est l'affaiblissement de l'autorité palestinienne, qui est corrompue, qui a des problèmes majeurs, mais cet affaiblissement de l'autorité palestinienne par la division avec la montée du Hamas, qui a bien été financée par le Qatar ou par quelqu'un, eh bien arrangeait tout le monde, qui croyait qu'il suffisait de mettre des clôtures barbelées, d'avoir une prison à ciel ouvert alimentée par l'aide humanitaire, et que finalement on pouvait rester comme ça. Parce qu'en fait c'est ça. Or moi je crois qu'il faut être plus dur vis-à-vis du Hamas, et mais ça veut dire attendez, je finis. Plus dur à Gaza pour moi, les deux vont ensemble. La seule manière de s'en sortir, la seule manière, si on parle de l'avenir, parce qu'on va parler après de la situation aujourd'hui à Gaza, mais si on parle de l'avenir, parce qu'il ne faut pas donner des leçons à Israël, mais il faut quand même indiquer un chemin en disant, nous, la France, enfin moi, si j'étais au pouvoir, je dirais, la France a une vision de cette politique, parce qu'elle n'en a plus depuis 10 ans. Est-ce que vous avez entendu une vision de ce qu'on veut pour le Proche-Orient ? Non. On se retranche derrière l'Union européenne, on est devenus des nains de jardin. On ne peut transcender cette tragédie, la France, exister dans le concert mondial, et on est quand même une grande puissance, siège à l'ONU, etc., que si on a une vision claire. Moi, j'ai une vision claire. Je peux tout dire, je l'ai. Être plus dur contre les terroristes,
Ça veut dire être plus dur sur les financements, être plus dur sur les frères musulmans en France, être plus dur sur ce qui se passe dans nos universités. Vous avez entendu cette professeure, Florence, j'ai plus le nom en tête, qui a écrit un très bon livre sur l'entrisme des frères musulmans. Donc je pense que la France, en tout cas... Et qui a été censurée, exclue de la Sorbonne, etc., etc. Je pense qu'il faut marcher sur deux jambes claires, être beaucoup plus dur vers ceux qui financent, qui instrumentalisent, qui nourrissent la haine, dans notre pays aussi, mais aussi avoir une politique étrangère plus indépendante des États-Unis, plus indépendante du gouvernement actuel israélien, plus indépendante des passions, et dire, voilà, la seule solution à moyen terme, c'est de donner l'espérance d'un État palestinien, qui est la seule solution pour que Israël vive en paix. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais déjà, si le gouvernement français, les gouvernements français, depuis François Hollande, qui ont perdu toute indépendance de politique étrangère, parce que c'est ça la cause de l'extinction de la voix de la France, avaient du moins l'esprit déjà clair sur ce qu'ils veulent, et qu'ils assument devant l'opinion, quitte à déplaire à certains. Plus dur contre le terrorisme, plus de perspectives politiques sur un État palestinien qui reconnaît Israël. À ce moment-là, on sait où on va. Je ne vous dis pas qu'après, le chemin est facile pour y aller. Et on a un cas d'école tout de suite, c'est l'affaire de Gaza. Mais on en fait quoi de ces dirigeants du Hamas qui sont au Qatar? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Est-ce qu'il y a des sanctions internationales? Il faut les amener. Où sont les sanctions internationales? Il n'y en a pas, justement. Rien. Donc ça veut bien dire qu'on ne va pas au bout. On ne va pas au fond de la carie, si je prenais l'expression d'un dentiste. Qu'on laisse un abcès. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il faut être quand même honnête, le gouvernement israélien d'aujourd'hui, Netanyahou, de par ses alliances intérieures, et on pourrait parler de la vie politique israélienne très dispersée, avec des problèmes de proportionnel. De corruption. Goldanel a écrit des choses très justes sur la dispersion politique qui fait qu'il y a un problème de stabilité et d'unité d'Israël. Eh bien, on voit très bien que là, ça ne veut pas de deux États. Et que ne voulant pas de deux États, a discrédité l'autorité palestinienne, qui a aussi mis du sien, et puis a favorisé obligatoirement, nourri le terreau du terrorisme. S'il n'y a pas de voie de paix, il y aura la voie du terrorisme. C'est pas possible de ne pas comprendre ça. Mais il y a une immense lâcheté des Occidentaux qui ont cru qu'ils pouvaient se laver les mains de cette histoire. J'ajoute que les Occidentaux ont une morale deux poids, deux mesures. Quand c'est l'Ukraine, curieusement, qui abrite des néo-nazis, on soutient et on met des sanctions. Quand c'est l'Arménie qui est envahie par l'Azerbaïdjan, là, il n'y a pas de soutien du tout. Et on laisse crever les Arméniens. Soit dit en passant. Comment ? Grandement armé par Israël, l'Azerbaïdjan. Et soutenu par Zelensky. La boucle est bouclée, si je puis dire. Donc on est en pleine incohérence. Or, ce qu'on attend, je crois, de la France en tout cas, enfin c'est ce qui faisait l'idée de la France telle que moi je l'aime, c'était qu'au moins elle pensait le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on est efficace. On en est loin. On essaie. Mais déjà, si on pouvait penser le monde, c'est-à-dire que quand on habite Tombouctou, qu'on habite Tokyo, qu'on habite New York, qu'on habite le territoire de Hamas, du Palestinien, ou qu'on habite en Cisjordanie, qu'on est israélien, on sait ce que veut la France. On ne sait plus ce que veut la France. Et donc, on voit bien que on patauge. Et qu'est-ce qui se passe de très grave? C'est comme on ne sait plus ce que veut la France. On n'a plus de paroles justes, on n'a plus de paroles fortes. Et ça veut dire qu'on doit gérer en France des passions politiciennes pour certains. On voit l'horrible comportement des LFI, parce qu'il faut ne pas reconnaître quand même, ne pas oser nommer les choses, c'est insupportable. Mais on voit aussi un excès à droite, faisant croire qu'il faudrait soutenir le gouvernement israélien quoi qu'il arrive. Non, on a le droit de dire, d'avoir une pensée. D'ailleurs, des Israéliens, je pense à des très bons articles qui ont été écrits par Halevi, par l'ancien chef du renseignement intérieur. Pierre Brochant. Non, l'enseignement service intérieur israélien dans le Figaro, qui disait exactement ce que je vous dis. Lutte acharnée contre le terrorisme et ses circuits de financement, et espoir de paix. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Maintenant, il y a un cas très pratique où je n'ai pas la solution, et qui est très difficile, c'est Gaza maintenant. Parce que couper l'eau, l'électricité, punir les Palestiniens pour, soi-disant, les séparer du Hamas, je crains que ça fasse l'inverse. Que ça fasse exactement l'inverse. Et je crains que ce soit ce qu'attendent le Hamas. Parce que le Hamas savait bien la réaction.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'Israël soit faible. Et ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas la réaction d'Israël. Je dis simplement qu'il faut qu'Israël soit ferme, mais ne commette pas l'erreur qu'ont commise les États-Unis après l'affaire du 11 septembre, qui ont parti dans le bourbier de l'Irak. Les États-Unis pouvaient se permettre l'Irak. Ils sont partis chez eux, ça a été un drame pour l'Irak, c'est la déstabilisation de tout le Moyen-Orient. Mais est-ce qu'Israël peut se le permettre? Parce que là, c'est -1 pour Israël. Et si on est vraiment attaché à l'existence de l'État d'Israël, comme je le suis, dans le respect du peuple palestinien, c'est l'équilibre. Attention à ce qu'on va faire là. Attention à ce qui va se produire. Moi, je ne sais pas ce qui va se produire, mais attention. Et là, la France devrait aussi dire les choses. Alors, ça veut dire des choses concrètes. Ça veut dire, par exemple, que la France devrait aller tout de suite dire il faut un couloir humanitaire. Ça veut dire que la France devrait, au lieu de s'abriter derrière M. Borrell, qu'on présente maintenant comme le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, on croit rêver. C'est un cauchemar. Qui est incapable de dire quoi que ce soit. La France devrait convoquer une conférence, dire voilà ce que je propose pour éviter qu'il y ait 2 millions de personnes qui soient poussées dans les bras du terrorisme. Mais je vous propose d'écouter ce qu'a déclaré Dominique de Villepin, donc ancien Premier ministre français. Je pense que vous serez d'accord avec lui. Surpris par l'ampleur, par l'horreur, par la barbarie qui s'est exprimée ce 7 octobre et qui nous appelle tous à un devoir d'humanité et de solidarité vis-à-vis d'Israël et du peuple israélien. Mais je dois le dire, et je le dis avec une peine infinie, pas surpris par cette haine qui s'est exprimée quand on se rappelle à Gaza, depuis 2006, la guerre de 2008, de 2012, de 2014, encore en 2021, quand on se souvient de ce que nous avons tous dit comme témoins sur place de cette prison à ciel ouvert. On parle de cocotte minute. Qu'une telle situation puisse inventer l'enfer sur Terre. Alors oui, on se dit que quelque chose a été raté. Raté par nous tous, par l'ensemble de la communauté internationale. J'imagine que vous souscrivez à ces propos. Il n'y a pas un mot à retrancher. Et je le dis très clairement, cette intervention qu'il a eue à France Inter, il faut l'écouter en entier, j'invite nos téléspectateurs à l'écouter, 24 minutes, il n'y a pas un mot à retrancher, tout moins pour moi. Mais c'est pas étonnant, c'est un vrai gaulliste. Et surtout, je vais vous dire, ce qui m'a fait à la fois de la peine, mais qui permet de se dire qu'on a raison, c'est quand on entend Dominique de Villepin, on se dit que le niveau de la politique française atteint les bas-fonds. Parce que, par comparaison, vous comprenez ce que je veux dire, que ma parole ne soit pas mal interprétée, c'est-à-dire qu'on a une bulle d'oxygène en se disant, tiens, un homme politique parle en homme d'État. Et on est tellement habitué dans notre pays à un niveau médiatico-politique qui est pitoyable. Je suis désolé, alors on va dire il est prétentieux, non, mais c'est effrayant. Où on n'est que dans l'émotionnel, que dans la petite histoire, que dans la petite lutte politicienne. Et donc ça fait du bien d'entendre une personnalité politique et on se dit que le niveau a baissé quand même en 20 ans. Voilà. Après, on peut être pas d'accord avec Dominique de Villepin, on peut ne pas avoir... J'ai pas toujours été d'accord avec lui, notamment sur l'Union européenne, où je pense qu'il s'est trompé. Vous deviez être d'accord avec lui sur l'Irak, j'imagine. Bien sûr. Mais vous voyez, c'est là où on se dit, mais quelle baisse de niveau, quoi. Et c'est là où on se dit, il faut relever le niveau. Et il faut que les Français aussi, à un moment, ne sombrent pas dans les manipulations permanentes, parce qu'il y a tout un passage après où il parle des manipulations sur le territoire français, et il faut qu'on reconstruise un État régalien, parce qu'il faut faire le ménage en France. Parce que demain peut arriver un truc comme en Israël. Hein. On n'est pas à l'abri d'un Bataclan. Pas passé très loin. Hein. Oui, mais on n'est pas à l'abri d'un Bataclan puissance 10. Et on n'est pas à l'abri un jour d'une guerre civile. Donc attention. Donc je pense qu'il faut remettre de l'ordre très vite par un État, et puis il faut remettre une vision de ce qu'est la France et de ce qu'est la paix dans le monde. C'est les deux à faire, et c'est très difficile à faire. Mais en revanche, si c'est pour faire des belles paroles, l'intervention du président hier, honnêtement, les mots étaient justes, mais le problème c'est que les actes ne suivent pas les mots. Voilà, c'est ça le problème. Quel regard portez-vous sur les envois de porte-avions américains, justement, en renfort d'Israël dans la mer Méditerranée, 2400 Marines ? Mais très bien. Et ça, moi je comprends la solidarité
Il faut voir ce que vivent les Israéliens. Est-ce C'est qu'on n'est sur pas dans leur une sol. forme d'escalade? Est-ce qu'on ne peut pas redouter Non, je pense que ça, c'est pas négatif. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment vous bombardez? À partir du moment, d'ailleurs, où les dirigeants du Hamas sont partis. D'ailleurs, comment ces signaux n'ont pas été vus par les services secrets israéliens? Alors après, je ne sais pas combien, mais j'ai lu ça, que les dirigeants avec leurs familles seraient partis à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est toute la fascinant quand même, question. pardon, je vous interromps, mais on se rappelle il y a quelques années l'assassinat ciblé d'un certain Soleimani Oui. par les États-Unis. Je ne suis pas en train d'appeler au meurtre, bien entendu, mais enfin, on voit qu'il y a des méthodes, visiblement, pour éliminer les ennemis politiques ou les ennemis militaires ou les ennemis du terrorisme. On se rappelle des fameuses opérations pro-homo dont François Hollande avait d'ailleurs malencontreusement parlé. On se surprend quand même que quelque part, la réponse aux attaques sanglantes et terroristes sur le territoire d'Israël soit des bombardements massifs sur toute la bande de Gaza. Vous avez tout à fait raison, mais ce que il faut quand même dire, c'est pourquoi il n'y a peut-être pas ces attaques, parce que il y a une solidarité de grands pays derrière. L'Iran, le Qatar, qui n'est pas un grand pays au sens, mais qui a une influence très forte, et qui a peut-être des dossiers sur des personnes. Je ne sais pas, je pose des questions. Sur des dirigeants. Donc finalement, on ne fait pas vraiment la guerre au Hamas. Donc, je me demande, moi je regarde, j'observe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, la vraie question, c'est est-ce que le Hamas a peut-être reçu des financements des uns ou des autres? Le Hamas a peut-être des liens avec des pays et des hommes politiques de différents pays. Je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'imbrication est telle qu'obligatoirement, il faut passer à l'étape de la paix. Et donc à l'étape de la négociation avec une autorité palestinienne qui ne veut pas la destruction d'Israël, bien sûr. Et donc on revient toujours à la case départ. Donc on vous êtes toujours sur la ligne, deux États, il faut punir. Les frontières de... Ah mais c'est très clair. Quelles frontières alors? Moi les je suis sur de une 67? ligne... Alors, ça ne sera jamais la frontière de 67 maintenant. Parce qu'il y a eu tellement de colonies. Mais il faut d'abord peut-être voir quelle sera d'abord... Est-ce que d'abord on est d'accord sur un État palestinien? Le gouvernement israélien n'en veut pas aujourd'hui. Donc la première question, la France peut s'époumoner à dire il faut un État palestinien. Si les Israéliens démocratiquement ne le choisissent pas, vous ne pouvez rien faire. Donc après, parce que c'est facile de dire, l'ancien ambassadeur à Lévis disait il faut que l'Europe soit plus ferme et la France à l'égard d'Israël. Mais il n'y a pas d'ingérence à avoir en Israël. Imaginez la réaction dans le monde si la France disait il faut faire ci, il faut faire ça. Nous pouvons dire il faut ça, mais c'est aux Israéliens de décider ce qu'ils veulent. Après, c'est à leur risque et péril et c'est dramatique. Bon, premier point. Donc, moi, je pense qu'il faut un État. Deuxième point, après, il faut trouver une autorité crédible. Ce qui n'est pas facile, puisqu'on a tout fait, ils ont tout fait, pour décrédibiliser l'autorité palestinienne. Et je ne connais pas suffisamment, mais il y a sans doute des personnalités qui pourraient être des interlocuteurs. Et ça ne peut pas être le Hamas, puisqu'il veut la destruction d'Israël, il ne veut pas deux États, il n'en veut qu'un, l'État palestinien. Bon. On sait que l'autorité palestinienne, c'est plutôt le Fatah, aujourd'hui. Exactement. Mais il faut qu'il y ait un renouvellement des personnes, puisqu'il est très discrédité. Et puis ensuite, après, il faut une négociation qui doit être secrète, pour l'essentiel, au début, pour déterminer des lieux. Et puis moi, je crois, alors ça c'est très personnel, et je sais que c'est très contesté, c'était plutôt l'idée de Trump, mais je crois qu'il faut trouver une coopération avec la Jordanie. Alors la Jordanie n'en veut surtout pas. Mais je pense que ceux qui disent qu'il y a une possibilité de créer, peut-être de voir un partenariat pour qu'un État palestinien soit viable. Parce que si c'est pour faire un État palestinien qui devienne un chaudron terroriste, ça ne vaut pas le coup. Et c'est ce que disent les Israéliens, qui disent c'est facile de Paris de dire on veut un État israélien, mais si on crée un État israélien qui est l'État du Hamas contre nous... À nos portes, bien sûr. À nos portes, visiblement, vous n'avez pas envie de mettre un État de Daesh, encore que la comparaison ne soit pas exacte, mais disons un État islamique en Seine-et-Marne par rapport à Paris. Parce qu'en fait, c'est ça géographiquement. Donc, tout ça est très complexe. Mais en attendant, il faut trouver une solution. Il n'y en a pas d'autre. Et il faut, ce que disait très bien le chef des services secrets, des services intérieurs de renseignement israéliens, l'ancien chef, il disait très bien qu'il fallait à la fois punir avec la plus grande force les auteurs de cette barbarie
et être très dur avec eux, mais que si on ne veut pas que le peuple palestinien et la rue arabe soient à leur côté, il faut donner une espérance de l'autre côté. Enfin, je répète toujours la même chose, désolé, ils se blessent, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution. Dernier point, pardonnez-moi, sur l'affaire de Gaza, moi, ce qui m'inquiète, c'est bien sûr le sort des populations civiles. Parce que ce n'est pas en ajoutant 100 000 morts, 200 000 morts, 300 000 morts qu'on va régler les problèmes. Pire. Mais c'est que ça peut déstabiliser un grand pays comme l'Égypte. Parce que comment le président Sisi, que tout le monde critique, mais qu'on est bien content d'avoir, qui a mis en prison les frères musulmans quand même, ce qu'on n'est même pas capable de faire en France, entre nous, comment le président Sisi peut tenir si nous avons des massacres de masse dans la bande de Gaza? Et si le président Sisi est renversé par un gouvernement islamique proche du Hamas ou proche de l'Iran, on fera quoi? Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que là aussi, j'aimerais que nos dirigeants pensent un peu à la suite. Et qu'on arrête en France de toujours critiquer le président d'Égypte. C'est un peu facile. Et sa situation économique est très difficile. Inflation gigantesque, pauvreté extrême. Et je déborde un peu le sujet qui nous occupe. Mais la situation de l'Afrique. L'intervention en Libye de Nicolas Sarkozy a été une catastrophe, influencée par l'éternel Bernard-Henri Lévy, qui, je le vois, va à nouveau faire du cinéma sur le lieu du conflit. C'est horrible, parce que si on ne stabilise pas l'Afrique et le Moyen-Orient, l'Europe est foutue, et la France particulièrement. Et donc moi, je suis l'un des seuls en 2017 à la campagne présidentielle à avoir eu un projet pour l'Afrique. C'est une déroute française en Afrique. Parce qu'on n'a pas de politique, parce qu'on ne sait pas où on va, parce que c'est abominable ce qui se passe. Et la Chine, la Russie et les États-Unis sont bien contents de nous remplacer. Donc j'aimerais qu'on ait... Et c'est le problème aussi des médias français qui voient la politique étrangère toujours avec des lunettes, j'allais dire, même pas américaines. Les lunettes de Joe Biden qui est gâteux. Bon, ça devient fatigant. On ne peut plus s'exprimer sur la politique étrangère en France sans être soupçonné. J'ai été soupçonné d'être un pro-Kadhafi, alors que je n'ai jamais été pro-Kadhafi. Il faut rétablir des relations diplomatiques avec la Syrie. Ah, je pose un gros mot. Mais pourquoi l'Espagne là? Pourquoi l'Espagne a une ambassade et pas nous? Enfin, il faut que la France se redresse. Il faut que la France ait une politique étrangère pour anticiper les bouleversements du monde et pour permettre à la France de défendre ses intérêts. Et les intérêts de la France vont avec la paix au Moyen-Orient et la paix en Afrique et le développement. Et ce qui se passe avec l'inflation, ce qui se passe, c'est la grande pauvreté qui est en train d'exploser dans le monde. 2 milliards d'individus n'ont pas accès à l'eau potable. 2 milliards d'individus. Bon, cela dit, il y a des départements français aussi où c'est très difficile. Mayotte, on est incapable de le faire. Alors, il faudrait que nos dirigeants prennent un peu de hauteur et remettent les pendules à l'heure. Parce que notre monde, la France avec 70 millions d'habitants et l'Europe avec une natalité désastreuse ne tiendront pas dans les 50 ans qui viennent si on n'a pas des chefs d'État et des hommes politiques qui raisonnent un peu plus loin que le bout de leur nez et qui disent aux Français la vérité. Voilà. Alors justement, désolé de mettre un peu... L'une des conséquences du conflit israélo-palestinien, c'est évidemment l'exportation, ou du moins le risque d'exportation du conflit dans nos pays européens. Au début de la semaine, Pierre Brochand, donc l'ancien DGSE, mais également ancien ambassadeur d'Israël, a alerté sur le fait que l'immigration extra-européenne pouvait favoriser évidemment cette exportation du conflit. C'est également les propos d'Henry Kissinger quand il s'adresse à l'Allemagne, qui, selon lui, a fait la faute de verser dans l'immigration de masse. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Bien sûr, mais c'est une tragédie. Et ça continue. Et c'est insupportable ce qui se passe. Voilà. Et alors là, on est tous d'accord. D'Éric Ciotti à Éric Zemmour, Marine Le Pen, moi-même et d'autres. Si on ne bloque pas l'immigration en Europe... Ça ne fait pas tous d'accord, hein, si je peux me permettre. Hein, non, enfin, on est tous d'accord sur ce sujet que on ne peut pas assurer l'harmonie et l'unité de la France avec un niveau d'immigration sans précédent qui continue, qui s'aggrave et sans une assimilation ferme de ces populations. Comme il n'y a ni assimilation, ni contrôle migratoire, et qu'en plus l'État est faible vis-à-vis d'organisations dangereuses, islamiques,
Vous voyez le résultat. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qui explique entre nous la position Michel-Michou d'Emmanuel Macron dans cette affaire, qui a eu des mots justes dans son intervention, mais qui sont des mots, je dis dire, du creux, pour concilier l'inconciliable et essayer de passer la vague. Mais si vous continuez à avoir... Moi, j'ai calculé 4 ans de plus de Macron. C'est pour ça que je suis pour la destitution ou pour la dissolution. 4 ans de plus de Macron, c'est 2 millions d'étrangers en plus sur notre sol, la ville de Paris. 2 millions. Chaque année, la bombe, la mèche de la bombe se raccourcit. Voilà la réalité. Parce que vous ne pouvez pas offrir un accueil décent à ces gens, parce qu'ils vont être la proie d'organisations dangereuses, parce que s'il n'y a pas de développement économique, ils seront récupérés par la religion, d'abord, puis par la radicalisation. Voilà, bon, c'est tout. C'est tellement évident que maintenant, mais qu'est-ce qu'on attend? Et quand je vois que l'Allemagne finance des ONG en Italie, et que le ministre allemand vient à nouveau de dire qu'il faut de la main-d'œuvre, ces gens sont fous, sont complètement fous. Alors l'Allemagne, on peut comprendre, l'Allemagne, ils ont le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, comme nous, on ne s'est jamais remis, et comme l'Église catholique ne s'est jamais remis non plus de la terrible période et de ses fautes, et comme tout le monde ressasse ça, personne n'est capable de dire stop. C'est pas être inhumain que de dire stop. D'ailleurs, j'ai pas entendu le pape, là, pardonnez-moi, qui nous a donné tant de leçons à Marseille. J'ai pas entendu Voilà. Désolé de faire cette petite pique, mais on a eu quand même une semaine de leçons insupportables et en plus fausses. La France est le pays qui accueille le plus, la France est le pays qui dépense le plus, la France est le pays le plus généreux, le pays le plus humain du monde. Et on est venu nous donner des leçons et nous dire qu'on était des monstres. C'est quand même incroyable ce qui se passe. Alors Nicolas Dupont-Aignan, on est aussi à 8 mois des élections européennes. Vous avez évoqué tout à l'heure le rôle de Joseph Borrell. On a l'impression que dans cette affaire de conflit israélo-palestinien, l'UE ne compte pas. La seule chose pour laquelle elle serve encore, c'est mettre la main à la poche. On ne sait pas exactement d'ailleurs pourquoi. Est-ce que finalement l'Union européenne aujourd'hui est cantonnée dans un rôle de reconstruction après les bombardements réguliers L'Union européenne ne sert à rien. Et la France abandonne sa politique étrangère dans cette organisation incapable d'avoir une position, et c'est bien normal, puisque les pays d'Europe n'ont pas la même culture, le même poids, la même tradition, les mêmes politiques étrangères. Donc vouloir faire une politique étrangère européenne est le plus petit des dénominateurs communs. On le voit bien, ils n'ont même pas été capables de s'entendre sur le contrôle de l'aide de l'Union européenne aux Palestiniens. Or, je ne vois pas pourquoi on donne de l'argent à l'Union européenne pour qu'elle le redonne aux Palestiniens sans qu'on ait le contrôle. La France peut aider les Palestiniens, mais à condition de vérifier qu'on ne finance pas l'université islamique de Gaza. Ce qui s'est passé. Bon, donc, là aussi, moi je veux bien donner de l'argent aux Palestiniens si c'est pour des Palestiniens qui reconnaissent Israël, qui luttent contre le terrorisme et qui ont une vision d'un État. Voilà. Je ne veux pas donner de l'argent dans un espèce de pot commun qui peut servir à financer le Hamas terroriste. Voilà, c'est très simple. Mais tant qu'on ne passera pas cette boîte noire qui n'est pas démocratique, qui ne fonctionne pas, et qui en plus favorise l'idéologie islamique, vous avez vu les publicités avec le voile, financées par l'Union européenne, l'entrisme des frères musulmans à Bruxelles. Voilà, donc maintenant il faut dire stop. Et si vous avez la gentillesse d'aller sur mon site internet, vous verrez mon discours du 30 septembre sur une vision de l'Europe très claire avec 10 points où je dis maintenant il faut se libérer de cette organisation. Ça ne veut pas dire sortir, puisque de toute façon si la France se libère de cette organisation, elle entraînera avec elle d'autres pays. Et elle n'existera plus. C'est le fameux plan B, ça, alors. Justement, oui. Alors, on va y venir, parce que j'ai regardé, bien entendu, votre charte en 10 points. Je vais d'abord relever les 3 premiers. Rétablir nos frontières nationales et sortir de l'espace Schengen. Supprimer la Commission européenne. Supprimer la Cour de justice européenne. Bon, on a tous tendance à être plutôt d'accord quand on est souverainiste avec vous. Il n'en reste pas moins que ça, sans sortir de l'Union européenne, mystère. Alors, je vais vous dire comment on fait. Si nous étions au pouvoir. Nous envoyons un mémorandum à tous nos partenaires. Et nous leur disons tout de suite, nous rétablissons d'autorité, nos contrôles aux frontières. Nous ne versons plus un centime. Nous n'obéissons plus
aux directives de la Commission en matière de politique industrielle, tout cela pendant 6 mois. Voilà, la France est redevenue la France. Elle dit stop. Je contrôle mes frontières, je ne verse plus d'argent à une organisation dont je ne sais pas ce qu'elle leur fait, et je rétablis l'indépendance de ma politique étrangère. Et vous imaginez qu'il n'y aura pas de mesure de rétorsion en échange ? Ils peuvent. Qu'est-ce qu'ils vont La France, c'est la France. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Envoyer un commissaire non Mettre élu ? des sanctions, bloquer des produits français à l'exportation. Nous bloquerons les leurs. Nous sommes déficitaires, donc nous y gagnerons. Donc il n'y a rien du tout. Et puis nous enverrons un mémorandum, le traité pour une Europe des nations libres et des projets concrets, pour réorganiser complètement l'Union européenne, à tous nos partenaires. Et nous donnerons 6 mois. C'est exactement ce que le général de Gaulle avait fait avec l'OTAN. Et je peux vous dire que vous aurez des pays qui diront bravo. Et qu'il y a des peuples qui nous suivront. Et qu'il y aura une grande crise, oui, mais une crise au sens chinois du terme. Réécriture. Et que je ne crois pas que le futur gouvernement polonais soit hostile. Je ne crois pas que Viktor Orban soit hostile. Je ne crois pas que Giorgia Meloni soit hostile. Simplement, ils n'en ont pas le courage. Ils n'en ont pas le courage parce qu'ils sont achetés, parce qu'ils sont prisonniers. Nous sommes contributeurs nets. Nous donnons quand même 10 milliards nets. C'est le budget, c'est 2 fois le budget de l'agriculture, c'est le budget de la justice. Enfin, c'est ahurissant ce qu'on donne. Nous nourrissons une organisation qui nous empêche de défendre notre territoire, qui favorise la concurrence déloyale d'autres pays. Enfin, c'est insupportable. Et une négociation va s'établir. Je ne veux pas la fin de toute organisation européenne. On a besoin de collaborer. D'ailleurs, même le Brexit a des accords avec Bruxelles. Même l'Angleterre a des accords avec le Bruxelles après avec le Brexit. Je veux simplement qu'on dise stop. Madame von der Leyen ne représente personne, si ce n'est des lobbies américains. Elle va bientôt s'en aller. Non, mais ils vont la remettre, vous allez voir, après les européennes. Et voilà pourquoi il faut être clair. Et que je regrette et je m'inquiète que certains, dans le camp patriote, viennent de plus en plus susceptibles de faire du Mélanie. C'est-à-dire que je le dis, et je le dis très clairement à Marion Maréchal et à Jordan Bardella, attention, vous avez eu raison depuis le départ, nous avons eu raison depuis le départ. Aujourd'hui, tous les Français voient bien que cette organisation nous tue. Elle nous tue, notamment par l'absence de contrôle migratoire. Madame von der Leyen, mais vous ne voulez pas en sortir. Mais c'est pas je veux qu'elle soit terminée. Je veux sortir cette organisation. Elle est finie, cette organisation. Je n'ai pas à en sortir. Nous en sommes acteurs. Nous allons la faire disparaître et nous allons faire renaître une organisation de coopération. Alors vous allez me dire, oui, mais si tous les partenaires disent on ne veut pas, eh bien là, on fera un référendum en France et on partira. Donc c'est pas exclu, un référendum pour sortir de l'Union européenne. La menace du Frexit est très importante. Mais moi, je suis convaincu que cette organisation, elle est déjà morte. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de pays... Elle est morte, mais elle bouge encore. Ah, mais plus qu'elle bouge encore, elle veut faire disparaître les nations définitivement. Et Emmanuel Macron et les européistes, conscients que cette organisation ne peut plus, qui est au bout de sa logique, veulent créer un État fédéral. C'est la mort de la France. Donc il y a bien un moment où il va falloir réagir. C'est pour ça que je dis à nos partenaires, à Jordan Bardella comme à Marion Maréchal, je leur dis, mais ne collaborez plus avec cette organisation, elle est morte. Ou alors elle va nous tuer. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans ne collaborer plus ? Ça veut dire c'est pour ça que j'ai fait... Non, c'est pour ça que j'ai fait cette charte. Et je leur ai dit, voilà, il y a 10 points qui, pour moi, ne sont pas négociables. Et quand on se présente aux européennes, on ne collabore pas un peu à l'Union européenne ? Eh bien, c'est ces 10 points. Si on va aux européennes, c'est pour envoyer des députés résistants, c'est-à-dire pas des députés qui vont collaborer avec ce système, mais des députés qui disent aux Français clairement au départ, nous voulons complètement changer d'organisation. Nous voulons passer de cette organisation supranationale qui veut la fin des États, et qui suscite l'Europe d'ailleurs, sur le plan migratoire notamment, à une organisation souple qui est juste des agences par thème de coopération à géométrie variable. C'est très simple. Pourquoi je ne parle pas du Frexit toute la journée ? Parce que le Frexit, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire on s'en va et on les laisse entre eux coopérer. Mais moi, j'ai envie de coopérer avec les autres. Ça peut dire aussi on s'en va et on recrée d'autres accords binationaux. Hein. Oui, mais pourquoi d'abord on n'essaye pas d'entraîner avec nous d'autres partenaires ? Pourquoi on s'en irait on n'est pas un petit pays, on est le cœur de l'Europe. On n'est même pas la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, on comprend qu'elle soit partie, elle était arrivée après. Et puis c'est une île, c'est une autre histoire. Mais nous sommes au cœur de l'Europe. Nous sommes au cœur de l'Europe. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes au cœur de l'Europe. Essayons d'abord de dynamiter cette organisation et de transformer cette organisation supranationale
en organisation de coopération intergouvernementale. J'imagine Et qu'on ça supprime rassurera beaucoup les le marché Français. européen de l'énergie aussi. Ah bah bien évidemment. Mais ça, on peut sortir tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre. Et pourquoi personne ne le fait alors? Pourquoi Parce que- est-ce qu'on continue à mettre des boucliers fiscaux Parce et que- tarifaires en France? Parce que je ne comprends pas, puisque même le Portugal et l'Espagne ont suspendu le marché. Alors je voudrais dire quelque chose que les gens n'ont pas compris, et j'ai entendu quelqu'un, j'ai lu sur un site, disant on ne peut pas sortir du marché européen parce qu'il y a des jours où on est déficitaire en électricité. Et on importe de l'électricité de nos voisins. Ça n'a rien à voir. On a toujours, hors marché européen financier, on a toujours échangé de l'électricité. Et on échange de l'électricité avec la Grande-Bretagne, tous les jours. On en vend, on en rachète selon les... Il y a interconnexion. Donc, je voudrais que ce soit clair pour les téléspectateurs. On peut sortir du marché européen, c'est-à-dire de l'organisation financière de fixation du prix de l'électricité, au niveau européen, tout en gardant des interconnexions. Sans être 100% autonome 100% du temps, on va dire. Exactement. Donc ceux qui disent ça nous mentent. Et donc, il faut tout de suite rétablir le prix national de l'électricité, comme ont fait le Portugal et l'Espagne. Dire stop, mais là, je vois le gouvernement en train de céder à l'Allemagne et à Bruxelles. C'est évident. Donc ça sera un élément clé de la campagne européenne. Alors justement, pour cette campagne européenne, Nicolas Dupont-Aignan, vous allez être candidat, vous allez être tête de liste, vous allez... Alors, avec qui, tout seul? Alors, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait une unité la plus large possible. Debout la France a annoncé une liste, et c'est normal, parce que nous avons une vision claire. Nous avons écrit un protocole avec 10 points pas négociables pour moi, qui sont un programme minimum. J'aimerais aller plus loin, mais j'ai voulu être raisonnable. 10 points. Ces 10 points, je vais les envoyer à toutes les listes, je dirais, dans la sphère indépendantiste. Et j'espère qu'une négociation pourra s'établir pour qu'on aille le plus unis possible. Mais l'unité, je ne veux pas d'une union à la NUPES. C'est-à-dire, je ne veux pas d'une union sur du vide, du creux. Soit on est capable de s'unir sur du solide pour dire aux Français, voilà notre vision, on ne veut plus de l'Union européenne, on n'obéit plus à cette Union européenne, on la remodèle complètement, ou alors si nos partenaires ne veulent pas, on s'en va. Voilà, c'est clair. On la change ou on la quitte, si vous voulez. Voilà, très simple. Hein. C'est pas on la quitte tout de suite, parce que je pense la France est plus importante que ça. On doit d'abord la changer. S'ils ne veulent pas la changer avec nous, sur une base claire, on la quitte. C'est très simple. Eh bien, si d'autres partis sont d'accord, moi je serais ravi. Je ne souhaite pas être tête de liste, je souhaite être dernier de liste. Donc au moins, ma personne ne posera pas de problème existentiel. Vous pourriez alors candidat. être dernier de liste de la liste de Marion Maréchal, par exemple. Je pourrais être de dernier de liste de toute liste qui sera réellement pour l'indépendance de la France et la liberté des Français. Mais pas d'une liste Mélanie bis. Voilà. C'est simple, net, précis. Et parce que je crois que nous avons un devoir de franchise vis-à-vis des Français, cette organisation non seulement nous prive de notre souveraineté, mais s'attaque désormais à l'essence même de l'Europe. Submersion migratoire et atteinte aux libertés. On n'a pas parlé des atteintes aux libertés, mais vous savez que je suis en pointe là-dessus. Je vous remercie Nicolas Dupont-Aignan, mais je ne doute pas que nos téléspectateurs auront compris vos propos. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de commenter cette édition, bien sûr de la partager et évidemment de cliquer sur le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. J'en profite pour ajouter qu'il faut que vous vérifiez régulièrement si vous êtes toujours abonné à la chaîne YouTube, puisque YouTube vous désabonne régulièrement. Tranquillement. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Retrouvez le Samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles de militaires et d'écoles rurales.